Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur notre émission Roger Para TV. J'ai un plateau de rêve aujourd'hui. Eddy Bourradin, vous deux, Audrey, mais c'est magnifique. Bonjour à tous. Bonjour Audrey, bonjour Audrey, bonjour Clément, bonjour Alex, et puis bonjour Eddy. Bonjour. Je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que il y a des choses qu'on peut parler qui sont vachement intéressantes. Et je crois que on va débattre là-dessus sur ce truc. Audrey, Andoum, magnifique quartier, non? Ah oui, le meilleur quartier de Marseille. Évidemment. Mais vous savez, avec mes deux camarades, Léo et Hugo, nous avons pris nos caméras et nos micros et nous sommes allés dans le fief de Audrey. Regardez. Ravi. Je le dis souvent quand je fais des salons de coiffure, je dis toujours le mot ravi. Mais aujourd'hui, mon mot ravi, il est particulier. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression d'être chez moi, chez vous, et c'est extraordinaire. Mais Osae, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Ça veut dire ose. D'accord. Pourquoi ce nom? Pour se différencier des salons de coiffure, pour faire un concept store lié à la beauté et la coiffure. Comment c'est né cette collaboration entre Virginie et Audrey? D'une amitié. Et après, l'année suivie, quoi? Comment l'idée d'ouvrir un salon de coiffure, ça a dû germer dans votre tête? C'était pas ça au départ, c'était faire quelque chose ensemble dans le commerce et l'occasion s'est présentée. Audrey, je crois que vous avez une famille de coiffeurs. Exactement. Racontez-nous un peu comment ça est venu l'idée de dire... Parce que on n'ouvre pas un salon de coiffure comme ça du jour au lendemain, on y réfléchit. Oui, tant qu'à faire, il vaut mieux. Moi, je descends de la parfumerie sélective et on avait salon de coiffure et esthétique. Il y a quand même une dizaine d'années. D'accord. Et pour vous... Et mon grand-père a commencé voilà. avec un salon de coiffure. C'est ça. Voilà. Vous avez suivi un peu le processus de la beauté. Exactement. D'accord. Virginie. Oui. Virginie, je crois que vous venez d'un endroit que je connais fort bien. Comment ça se passe, votre formation? Eh ben, ça se passe super bien. L'endroit que je connais fort bien, c'est le... Roger Para. Bien sûr. Comment ça se passe chez vous, la formation? Elle se passe super bien, avec des profs super, et vraiment une formation complète, et j'en suis super contente. Vous vous sentez bien dès que vous franchissez les escaliers qui arrivent dans la classe? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que vous répertoriez ce que vous apprenez auprès de Eddy Bora, ce qu'il vous a montré, vous le refaites ici dans le salon avec facilité, on va dire? Alors, pas toujours, mais en fait, je prends beaucoup de photos de ce que je réalise en salon. Donc je suis aidée quand même par les coiffeurs qui sont ici présents. Et après, donc, je remets des fois à Eddy en fait, les photos que j'ai fait. On voit un peu les petites erreurs et où je peux m'améliorer. Comme ça, en fait, j'ai deux avis. J'ai les avis des coiffeurs ici et l'avis d'Eddy. D'accord. Audrey, les perspectives d'avenir dans ce métier, c'est quoi pour vous? Les perspectives, déjà, on coiffera pas sur Internet, donc ça nous remplacera pas. C'est ce qui est quand même pas mal parce qu'aujourd'hui, le petit commerce est un peu remplacé par Internet et on n'arrivera peut-être pas à remplacer par Internet le coiffeur. Les mains, le savoir-faire. Vous voulez dire que le côté service est important restera. Pour vous? Ah oui, le service est important. Accueillir les clients comme chez nous, c'est génial. Quel regard vous avez sur les franchisés par rapport à votre salon? Est-ce que pour vous, c'est dans votre esprit, c'est concurrentiel ou pas spécialement? Il y a du travail pour tout le monde. Qu'il y ait des franchisés, c'est très bien. Et chacun fait ce qui lui ressemble. Ou il fait un franchisé, ou il prend une affiliation à un franchisé, ou il reste lui-même. Comment ça se passe avec vos clientes? J'ai vu et j'ai aperçu
que vous avez une clientèle bien précise. Pourquoi? Je pense que la clientèle est à l'image des coiffeurs, parce que ça fait entre 28 et 30 ans qui sont là, et qui chouchoutent leur clientèle. Et ils sont tous comme les gens avec qui on travaille. Et je peux dire qu'on a 100% des clients adorables et sympas. Une famille, en fait. J'ai une question pour vous deux, mais qu'est-ce que vous valorisez auprès de votre équipe? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites pour les... Bon, ça se passe comme une famille. On n'a même pas besoin de les booster, Ah ils oui. se boostent tout seuls. Ça veut C'est dire ça. que On se booste ensemble, en fait. déjà- Tous les matins, déjà, ils on se savent. booste ensemble. Écoutez, moi je suis... je pourrais rester parler avec vous pendant des heures, mais vous savez, j'ai mon camarade qui me fait signe, et alors ça veut dire que je suis Il est bavard. pressé. En tout cas, je vous remercie beaucoup, et puis au plaisir de vous revoir une prochaine fois. Merci à Merci vous. à vous. Merci. En fait, je voulais commencer à interroger Audrey, mais j'ai réfléchi, parce que entre le reportage et ma tête, il y a des choses qui bouent énormément. Mais j'ai une question pour vous quatre. Et ça, c'est vachement important. Qu'est-ce qui est plus facile quand on prend une apprentie qui a 15 ans ou une apprentie qui a 25 ans? Quelle stratégie vous employez là-dessus? Qu'est-ce qui est plus facile d'apprendre vite le métier à un jeune qui a 15 ans ou à une personne un peu plus mature qui en a 25? Eddy? Déjà, moi, à 15 ans, une apprentie qui a 15 ans, on peut la former comme on veut nous. Qu'à 25 ans, je pense que ça va être un petit peu plus difficile. Il y a le caractère, il y a l'âge, c'est un peu plus mature. Est-ce que l'âge a son importance, messieurs, madame? Il peut avoir son importance. Je pense que la principale qualité, c'est d'être motivée. Qu'elle ait 25 ou 15, si elle n'est pas motivée, elle n'y arrivera pas. Il faut juste qu'elle aime ça. Vous pensez que l'apprenti de 15 ans va moins comprendre rapidement que l'apprenti qui a 25 ans? Non. C'est très difficile, on va dire, de comparer une personne en fonction de son âge. Il faudrait d'autres critères, on va dire, pour l'évaluer. Mais du fait de son âge, sur le papier, théoriquement, on va dire que quelqu'un de jeune devrait apprendre plus facilement et plus rapidement, mais devrait être normalement plus dissipé. À l'inverse, quelqu'un qui va être plus âgé va avoir plus de lacunes pour l'apprentissage, mais qui par contre devrait être, on va dire, plus discipliné. Mais chaque personne étant différente, il est très difficile de juger au simple critère de l'âge. Certains vont être beaucoup plus matures à 15-16 ans que certains qui en ont même des fois 30. Donc c'est très délicat comme question. On a remarqué dans le reportage de Audrey que son personnel n'a pas 15 ans. Hein. Ah, pas du tout. Donc il y a une explication là. Pourquoi pas de jeunes à 15 ans qui sont dans votre salon? Ah, c'est pas un choix. On a racheté un salon qui existait déjà. Et la clientèle, les collaborateurs ont 30 ans d'ancienneté. Justement, Audrey, parlez-nous un peu de votre salon, parce qu'après, on va faire parler ces deux messieurs. Là, vous savez, ils ont plein de choses à nous dire. Ne vous inquiétez pas, je ne les oublie pas. Audrey, parlez-nous un peu rue d'Andoum. Le quartier a énormément changé quand même. Ah oui, en 10-15 ans, c'est l'endroit qui est devenu à la mode pour sortir. Il y a plein de concept stores qui sont... Est-ce que vous ressentez l'évolution auprès de vos clientes? Est-ce que le fait que le quartier a changé, est-ce que pour vous, bon, c'est peut-être une aubaine, c'est certain, mais par rapport à quelques années en arrière, moi je vois, on sort un peu d'une école qui était un peu plus bas, qui est l'école Joël Recher. Justement, à ce sujet-là, on fait un petit coucou à monsieur Robert Moutet, qui est le président de la région PACA. Eddy, pour toi, quand tu as un élève qui a 15 ans, l'autre qui a 25 ans, ça va plus vite, ça va moins vite, comment ça se passe? Non, après c'est l'envie, avant tout c'est l'envie d'apprendre le métier. Hein. Celui de 15 ans, moi, pour ma part, je pense que j'arriverai mieux à le former si bien sûr il a l'envie, que celui de 25 ans. Déjà, il y a le problème un peu de l'âge. 25 ans, ça commence à déjà être un peu âgé.
commencer dans le métier, quoi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Un peu âgé dans le métier. Alors, je suis d'accord avec Eddy sur l'aspect formation. Par On contre, va prendre un café ensemble alors. même Ah, mais plusieurs, y a pas avec de grand souci. plaisir. Hein. Et, mais- Et avant que, excusez-moi de te couper, est-ce que vous êtes des élèves de Eddy, hein, qui avaient travaillé? je ne sais plus si j'ai eu en cours Eddy. On s'est croisés dans les CFA, mais je ne sais plus si c'était mon prof. Vous êtes croisés. Non. Donc, tu es élève de qui tu avais comme formateur? Donc, tout mon premier prof de coiffure, c'était Didier Castagnier. Ouais. Et après, j'avais eu Jacques Tristani. Et puis, il y avait Nathalie. Tu veux dire que t'es... Enfin, j'ai eu toute l'équipe de Roger Parra. quoi. Oui, oui, non, mais ça veut dire que tes formateurs t'ont apporté ce que vraiment tu souhaitais avoir. Comment ça se passait? Ah oui, Est-ce oui. qu'ils étaient sévères avec toi? Est-ce que tu es devenu sévère avec ton personnel? Non. Alors, Non. moi, pour moi, c'est pas grâce à ça qu'on devient efficace en formation. C'est pas... Sans quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre, il n'apprendra pas que tu sois sévère ou pas. Donc, D'accord. pour moi, ça sert à rien d'être sévère. Bon, au contraire, ce qui me stimulait, c'était de me montrer ce qu'on pouvait faire après. C'est-à-dire que quand j'étais en train d'apprendre quelque chose, j'avais toujours derrière ce que j'allais pouvoir apprendre ensuite derrière. Et c'est ça qui est stimulant. Le fait de répéter toujours la même chose, une permanente, c'est pas quelque chose qui est très stimulant. Maintenant, apprendre à lisser une mèche, à l'époque, je faisais un peu de chignon, à lisser une mèche pour après pouvoir créer des choses qui sont beaucoup plus élaborées, ça c'est stimulant. D'accord. Et alors, ce que j'en reviens à la question au moment où je t'ai coupé, un apprenti de 15 ans, une femme un peu mature, Ça dépend du profil, ça dépend de la personne en soi, et ça dépend où est-ce qu'on va la mettre. Mettre quelqu'un de 15 ans chez Audrey où ils sont plus matures, c'est pas pareil que le mettre dans un salon où il y a que des jeunes de 20 ans. Et ça dépend aussi ce qu'on attend d'eux, ça dépend... est-ce que je veux le garder longtemps? Quelqu'un qui a 25 ans, il va peut-être avoir envie d'avoir une carrière stable, tandis qu'un jeune, il va dire je vais essayer plein de choses, je vais aller voir l'étranger, je vais aller voir ci, je vais aller voir ça. Donc il y a du plus et du moins dans chaque profil. Il faut juste arriver à mettre le bon profil au bon endroit. Audrey, quelle différence il y a entre un homme qui va dans votre salon et un homme qui va chez un barbeur? Exactement. Peut-être dans un barbeur, on va avoir l'homme qui va vouloir se faire un soin complet, la coupe, la barbe, être entre hommes, dans un endroit calme. Certainement que ça a beaucoup de bon aussi d'être en barbeur, surtout pour les hommes qui ont peut-être moins l'envie d'être... Vous voulez dire qu'un homme qui pousse la porte de votre salon, il est différent par rapport à celui qui pousse la porte d'un barbeur ou pas spécialement? Pas spécialement, chez nous, ils aiment le coiffeur qui les coiffe depuis 30 ans, donc ils sont contents. Après, c'est plus un soin, je pense, le barbeur. C'est plus l'homme qui a envie de prendre soin de lui, ou pas, hein, ça, je sais pas exactement. Vous avez une stratégie particulière. Toi, Eddy, tu as une stratégie particulière quand tu dois former un élève qui arrive comme ça, qui pousse la porte de ton salon barbeur. Et vous, dans vos salons, vous avez une stratégie particulière avec avec vos apprentis, avec vos personnels, avec votre personnel. Ou alors pour vous, ça se fait normalement. Nous, c'est une alchimie. De la patience, de la pédagogie, énormément. De la pédagogie. Énormément. Après, il faut qu'il y ait un feeling quand même entre justement la personne qui va être formée et le formateur. Mais évidemment, c'est beaucoup de pédagogie avant tout et de patience selon les personnes. Est-ce que vous les poussez à aller dans les formations, dans les... Nous, on force personne à faire quoi que ce soit. Hein. Quelqu'un qui veut beaucoup travaille beaucoup. Quelqu'un qui veut se former, il se fait former. C'est sur la base du volontariat. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et du coup, quand les gens veulent faire des choses, ils les font à fond. Et c'est pas nous qui les poussons à faire des choses à contre-cœur. Très bien. On a pris nos caméras et nos micros et nous sommes allés faire un tour sur les deux enfants terribles de la coiffure française. Nous sommes allés faire un tour dans les salons au barbier. Vous allez voir à la Valentine. Quel bonheur! Quel bonheur de vous avoir attrapé une bonne fois pour toutes, parce que vous êtes comme des pigeons voyageurs tous les deux. C'est très difficile de vous avoir. Pourquoi? Parce que vous avez du boulot par-dessus la tête, j'ai bien compris. Mais dites-moi, Monsieur Castagnier a tenu absolument à ce que je vous rencontre.
Mais qui êtes-vous tous les deux là, Clément, Alex, Clément, je perds mon latin. Dites-moi un peu, racontez-nous un peu votre histoire. Alors moi je suis Alexandre Monteil, le cofondateur d'Aubarbier, j'ai 30 ans depuis novembre. Et voici Clément. Et pour moi, c'est Clément Establé, le deuxième cofondateur d'Aubarbier, 31 ans déjà, depuis peu. Happy birthday. Merci. Une question qui me brûle les lèvres. Vous êtes des coiffeurs ou des businessmen? On est coiffeur, on sort du CFA Roger Para. Et on est coiffeur avant tout, c'est notre métier. Mais comment c'est arrivé là, Clément, Alex, Clément, comment c'est arrivé? L'histoire. À la base, Clément, c'était un grand ami de ma petite amie de l'époque. Et en fait, on se fréquentait comme ça. Et après, on s'est coupé les cheveux parce qu'on était un peu chiants tous les deux avec nos coiffures. Donc on se coupait mutuellement les cheveux. Et puis on a décidé d'ouvrir, à la base un peu comme une coloc. On s'est dit, tu veux ouvrir, je vais ouvrir. On partage les frais, on se lance. Et voilà, ça a commencé donc en 2015, fin 2015 à Aix-en-Provence, dans 24 mètres carrés. Et aujourd'hui, vous êtes combien de Aubarbier? On ouvre le 10e d'ici un mois. Et vous ouvrez le 10e d'ici un mois. Mais cette collaboration coiffure, comment ça se passe? Vous vous entendez bien ou vous tirez un peu le chignon de temps en temps? Depuis 2015, je crois qu'on ne s'est jamais discuté. On arrive toujours à tomber d'accord. Et même quand on l'est pas, on l'est toujours. Il y a deux règles. Ben oui. La première, j'ai toujours raison. Et la seconde, si j'ai tort, se référer à la première. Ah, c'est comme ça que vous faites. Écoutez, je plaisante. En tout cas, c'est une excellente stratégie, ça. Non, c'est pas du tout ça. En réalité, c'est stimulant d'être à deux. Ouais. Et au contraire, si quelqu'un a une idée que l'autre ne le suit pas, on va plutôt chercher à construire l'idée différemment pour qu'elle marche et qu'elle aille à tout le monde, plutôt que de rester camper son opposition. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est dans le couloir, donc je peux poser un peu des questions qui sont un peu extraites, on va dire. Comment ça se passe avec votre équipe? Très bien. Très bien. On est une cinquantaine de collaborateurs au total. Bientôt plus, puisque l'ouverture à venir. Et non, ça va bien. On a des carriéristes chez nous qui restent relativement longtemps. On essaie de leur donner des bonnes conditions de travail. On essaie de faire en sorte qu'ils soient bien, qu'ils puissent évoluer avec nous. Puisque nous, on ne ferait rien tout seul. Et donc, on a besoin d'eux pour évoluer aussi. Donc, Votre critère d'embauche, là, c'est quoi? Demain, j'ouvre la porte de votre salon. Est-ce que vous avez des critères particuliers pour attraper le bon professionnel? Je pense qu'on se concentre plus sur le profil que sur le savoir-faire. Parce que quelqu'un qui sait faire mais qui a un mauvais état d'esprit, on ne pourra pas le changer. À l'inverse, c'est quelqu'un qui a un bon état d'esprit mais qui a des lacunes techniques, on va le former jusqu'à ce qu'il devienne bon, parce qu'on a élaboré des méthodes de formation qui nous permettent de former rapidement les collaborateurs. Et le bon état d'esprit avec une bonne formation fait un bon collaborateur. Bon, une question que tous les patrons coiffeurs nous posent, parce qu'on en a vu pas mal avec mes deux camarades, Hugo et Léo, qui sont là. La TVA, et pourquoi chez nous à 19,60 voire 20, et pourquoi les restaurateurs allaient être à 5%? C'est compliqué, mais c'est pas équitable, c'est pas honnête. Nous, on travaille de nos mains, c'est des prestations de service, et c'est pas normal qu'elles soient pas à 5,5 ou au pire des cas à 10. Une TVA à 20, c'est trop important pour de la coiffure, ça reste de la prestation de service. Donc c'est injuste. Après, je pense qu'aujourd'hui, on doit être capable de monter un business avec cette donnée-là. C'est-à-dire qu'évidemment, ce serait plus rentable si on n'avait que 5% de TVA. Mais si aujourd'hui, vous avez un business à 20% de TVA qui ne décolle pas ou vous n'arrivez pas à en sortir, ne vous focalisez pas sur la TVA. La TVA, c'est un des éléments, mais il y a sûrement d'autres éléments à prendre en considération pour faire grimper votre business et arriver à être rentable. Un souhait pour l'avenir de vos petits salons, c'est quoi? Prenez votre temps, on est là jusqu'à 20h. Un souhait. Alors, ça sera difficile d'émettre un souhait. Sachant que déjà principalement c'est le travail qui va fournir, on va dire, le résultat qu'on va avoir plus tard. Et si on continue sur la dynamique qu'on est, les efforts qu'on fait, le travail qu'on fournit, avec la croissance qu'on a, je ne vais pas faire un souhait pour quelque chose qui potentiellement va se réaliser sans avoir à faire de souhait. Donc ce serait du gâchis que de faire ça. Ouais, c'est vrai, on ne compte pas sur le hasard pour se développer. Aujourd'hui, là, on est sur le point de signer nos premiers franchisés du côté de Bordeaux. En fait, on a monté la franchise avec notre marque. Parce qu'on a un bon candidat là-bas sur place, simplement, mais on va être dans toute la France. L'objectif, c'est pas un souhait, c'est une ambition. La différence entre un souhait et une ambition, un souhait, je vais attendre que ça se produise, une ambition, je vais faire ce qu'il faut pour que ça se produise. L'ambition, c'est aujourd'hui de devenir un des leaders du marché de l'homme.
Puisqu'aujourd'hui, il y a quelques enseignes qui sortent du lot, mais il y a un gros marché à faire. Et surtout qu'on est aux antipodes de ce qui se fait actuellement. On n'est pas sur une déco vintage, on n'est pas sur du rétro. Enfin, on est à l'inverse de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et du coup, ça nous laisse une place énorme sur le marché d'aller récupérer le monsieur tout le monde qui est prêt à aller payer le même prix que chez nous à du mixte. On peut le faire venir chez nous très facilement. Qu'est-ce que vous a apporté le CFA Roger Para? Qu'est-ce que vous pourriez me dire là-dessus? Vos apprentis viennent chez nous. Comment vous les revoyez quand ils viennent à votre salon? Comment vous les ressentez? Alors, nous, déjà, pour commencer, étant donné qu'on a fait nos études là-bas, j'en garde personnellement un très beau souvenir. Oui. C'est bien, Racontez-nous, on veut savoir. Monsieur Castagnier souhaite vous entendre sur ce point-là. J'ai passé de super années avec des professeurs vraiment exemplaires et très compétents. Des personnes dans les classes également qui étaient très compétentes aussi, avec qui on a pu évoluer, avec qui justement on a pu progresser dans le monde du travail à l'avenir. Et justement, c'est une école qui nous a fait confiance, qui nous aide au quotidien, sur qui on peut compter, et en contrepartie, ils peuvent également compter sur nous. Et c'est la raison pour laquelle on travaille avec eux, et quand on est apprentis, principalement, on les fait aller, on va dire, dans cet établissement, parce qu'on sait que la compétence des professeurs va faire en sorte que les élèves vont avoir un bon suivi, une bonne formation et surtout un bon taux de réussite dans leurs examens. Ça, c'est important. Et quand indirectement, ça fait plaisir aussi de les voir partir à l'école, de les voir revenir, parce que c'est ce qu'on a vécu, et de les voir pour revivre un petit peu les mêmes moments. Alors, il y a des choses qu'on fait et qu'on leur dit pas et qu'ils font aussi à leur tour, évidemment, c'est la vie, c'est le roulement. Mais ça fait plaisir de voir certaines situations et certaines évolutions. Et un détail en plus, c'est que depuis le début, nous, on a toujours eu le même discours, toujours la même ambition. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont cru en nous, vraiment. Et pour le coup, Roger Para a cru en nous, enfin Didier particulièrement, puisque moi je l'avais en tant que professeur, aujourd'hui c'est lui le directeur. Mais par exemple, on avait des marques de produits dont on ne va pas citer le nom, en qui on disait voilà ce qu'on va faire, voilà où on va aller, on a besoin de votre soutien pour aller encore plus vite. Et qui disaient non, faites d'abord, on verra après ce qu'il en est. Alors qu'avec Roger Para, c'était l'inverse, il était là à nous pousser, à aucun moment on s'est senti ridicule de parler de nos ambitions avec Didier ou n'importe qui là-bas. Moi, j'ai envie de vous dire bravo. Merci. Et j'ai envie de vous dire plein de bonnes choses pour la suite pour vous. En tout cas, un grand merci Clément, Alex, comme ça je ne me trompe pas. Merci à vous et surtout à toute l'équipe et surtout à Roger Para, notamment à Didier, sans quoi cette interview n'aurait pas eu lieu et une progression constante de façon mutuelle. Et je vous attends sur le plateau bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et une bonne soirée à vous. Merci. Avant de reprendre notre débat, le débat sur la TVA, ça sera un autre jour, un autre débat qu'on pourra en discuter. Mais avant de parler aussi coiffure, je voudrais parler un petit peu football, même si c'est pas le but de l'émission. Audrey, je suis désolé, je vous... En fait, pourquoi football? Parce que ces deux personnes qui sont là, ont sponsorisé un club qui s'appelle Brest. Mais parlez-moi un peu de ça, là. Comment ça s'est passé, là? Et puis, en plus, hors antenne, pendant qu'on mangeait, on a parlé d'un autre club qui s'appelle l'Olympique de Marseille et qui ont refusé le bon vouloir de mes deux camarades qui sont là. Mais pourquoi? Ah ben c'est pire alors. Ah ben c'est pire alors. Question de point de vue. Alors on a été le premier coiffeur à être au premier barbier, même à être sur un maillot de Ligue 1. En fait on avait déjà fait des bords de stade à Angers, on a implanté à Angers déjà, donc on avait fait des écrans LED autour des stades, et après on voulait toucher le Graal de la Ligue 1, puisqu'on est des amateurs de foot, notre clientèle c'est de l'homme, donc on tape dans le cœur de la clientèle et ça apporte une notion de prestige à la marque d'être le premier à faire de la communication à cette échelle. Donc voilà, on a contacté plusieurs clubs, on a eu parfois pas de réponse, des fois des réponses un peu délirantes, avec des budgets qu'une petite marque comme nous ne peuvent pas se payer, et on a eu un très bon feeling avec Brest, avec qui on a fait affaire, et on est très Pourquoi content. Brest? C'est une des équipes qui était inattendue en haut de tableau cette saison, avec un budget forcément plus accessible que si vous allez voir le PSG par exemple, ou des trucs comme ça. Je connais pas. C'est vrai, on parle de football. Non, je connais pas du tout. Et donc Brest, voilà, c'était une équipe qui était accessible pour une petite marque, on va dire,
Et déjà qui nous ont pris au sérieux, contrairement à une autre équipe qui nous a pas répondu, mais ils nous ont pris au sérieux, leurs propositions étaient largement acceptables. Enfin voilà, puis on s'est payé la 2e place du classement de Ligue 1 au prix du 16e, quoi. Comment ça a commencé au Barbeur? Comment est arrivée votre évolution montante? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'aimerais savoir vraiment parce que quand on voit au Barbier tout à l'heure, pendant qu'on était en train de manger, je vous ai un peu écouté en me disant, ben, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça. Mais nos abonnés ont besoin de savoir ce que vous avez fait. Avant de laisser répondre Clément, déjà, première chose qu'on fait, c'est Pourquoi Clément? Parce que tu es timide? Non, parce qu'il faut alterner un peu, je vais pas T'es pas monopoliser la timide, toi? parole. Non. Ah, d'accord. Déjà, on a fait un lapsus intéressant, vous avez dit au barbeur, et nous, ça fait partie des choses qu'on bannit, les anglicismes. Nous, on met en avant le savoir-faire français, on est une marque française, justement, on se démarque un peu de ces barbershops, barbeur qu'on entend partout, et il y en aura la casquette. Donc nous, c'est au barbier, on est un artisan français, on a du savoir-faire français qu'on a acquis chez vous, et on le met en avant tout. Vous tenez absolument à cette effigie, la marque française? Chez nous, il n'y a pas d'anglicisme. Comment ça s'est passé, l'évolution, alors? L'évolution, en réalité, c'est beaucoup de travail. Il faut s'en donner les moyens, c'est-à-dire que une formation qui initialement... Mais il s'est bien passé quelque chose quand tu as ouvert ton premier salon de coiffure, et après ça a grimpé ici. L'ambition. L'ambition, le travail. Donc il faut s'en donner les moyens, justement. Et à force de travail, détermination, on a réussi à un peu de chance aussi. Un petit peu de chance aussi. Il faut de la chance pour... Des bonnes rencontres, je pense. D'accord. Des bonnes rencontres. On n'aurait pas fait... je ne vais pas faire la pub pour notre banque, mais on n'aurait pas fait ce qu'on a fait aujourd'hui si on n'était pas sur notre banque. Je suis sûr que non. Parce qu'on a eu tel conseiller qui nous a accompagnés, on n'aurait pas fait Le 2e salon qu'on a ouvert, c'était dans une galerie commerciale. À la base, un indépendant dans une galerie commerciale, on n'en veut pas. Et là, on est tombé sur une cellule avec un propriétaire physique et pas un bailleur qui est venu nous rencontrer, à qui on a montré notre salon, qui a été d'accord, qui a cru en nous. Et du coup, on s'est implanté dans une galerie. Voilà, chose que quand vous avez un salon de 20 mètres carrés, vous n'allez pas vous implanter c'est à la Valentine à côté, hein, c'est une super galerie. Je veux dire, on n'aurait pas pu y arriver si on n'avait pas rencontré ces gens-là. Et j'ai compris. Je ne vais pas passer la moitié du temps avec vous parce que Audrey aussi est notre invitée, mais j'ai cru comprendre que vous aviez monté des salons un peu outre-mer. Totalement. En réalité, on reste opportuniste. C'est-à-dire qu'on aime tout essayer, voir ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas fonctionner. Bon, ça dépend de nous ou pas forcément. Notre ambition ultime, notre but, c'était justement de créer notre marque et de développer la franchise. Et chose qu'on réussit à faire aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de se dire, on va implanter chez nous d'abord des salons. On se dit, c'est parce qu'on est ici, donc ça fonctionne très bien. Et qu'est-ce qui va se passer si justement on ouvre à l'autre bout de la France? Alors pour nous, Nantes, c'est l'autre bout de la France. Pour certains, c'est pas forcément le cas, mais pour nous, ça l'est. Et donc l'idée, on a lancé le projet. On s'est rendu compte que notre projet concrètement était viable. C'était un bon projet. Donc ce qui veut dire que potentiellement, avec tous les conseils, avec toute notre méthodologie, tout notre cahier des charges, le projet peut être reproduit partout en France pour tous ceux qui voudront devenir franchisés avec nous et qui voudront être accompagnés. Pour nous, c'est vraiment un objectif ultime que d'accompagner justement le coiffeur, l'artisan qui veut se développer et surtout qui a envie de réussir. D'accord. J'ai une question pour vous quatre, Audrey, je ne vous oublie pas, au contraire, il n'y a pas de problème. Et même Eddy, pourquoi il y a une différence de tarif dans les coupes? Je ne comprends pas pourquoi il y a des salons, la coupe c'est 20 €, d'autres 30, d'autres 40. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? Chacun est libre de fixer sa tarification, hein, donc après ça dépend de la manière de calculer sa rentabilité. Chacun est libre de le faire. Après, il y a... Audrey, chez vous c'est combien la coupe? Il n'y a pas de règle. Nous, la coupe homme, elle est à 20 €. Et chez vous? En moyenne, on doit être à 22-23 € à peu près. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait que c'est pas la même chose? Pourquoi il y a une différence de dextérité, une différence de façon de couper les cheveux? Je suis pas convaincu. C'est un service global qu'on achète, hein, et ça dépend. Et je me suis entendu dire 1 € la minute. C'est quoi ça? C'est une bonne question. Oui, mais bien sûr. Bonne question. Je sais pas, expliquez-moi, 1 € la minute, ça veut dire quoi? C'est ça, parce que sachant que sur une coupe homme, on n'est pas forcément à 20 minutes, on ne sera pas à 20 € la minute. Mais il aura une prestation qui sera parfaite. Parce qu'on va être sur 30 minutes à peu près.
Vous avez eu, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont posé ce genre de questions? Pourquoi le salon YZ en bas fait 20 € et pourquoi chez vous c'est 30? Bah, les Vous leur prix sont expliquez libres. comment la chose? Les C'est prix une sont question de libres. service. Moi, on m'a jamais posé la question. Non, en moi disant, non plus. Hein. Tant mieux. C'est important. Mais vous, comment vous voyez l'évolution de la coiffure en général chez vous, Audrey? Est-ce que vous pensez qu'il faut faire des choses encore mieux, aller encore plus loin? Ah, il faut toujours chercher mieux pour que le client ne prenne pas que des habitudes et se dise ah, bah, il n'y a rien qui change, faut l'étonner, il faut qu'il soit toujours content de venir vous voir. Moi, je pense que le bon coiffeur, ou le coiffeur de manière générale, doit rester en perpétuelle évolution. À partir du moment où il pense tout savoir, c'est qu'il est justement sur la pente descendante. Ah, Eddy, je pense quoi qu'un élève te dit moi je connais tout, je sais tout. Non, on a toujours à apprendre. Hein. On ne connaît jamais tout. C'est pour ça qu'on est là, nous, pour amener les élèves à apprendre ce que l'on sait. Et après, les maîtres d'apprentissage, ils sont là pour leur apprendre autre chose, une autre technique en salon. D'accord. Et pour toi, ça reste le point le plus important de montrer à l'élève qu'on ne peut pas tout savoir d'un coup comme ça. Il faut travailler un max, il faut en avoir envie. Bien sûr, mais de toute façon, on ne saura jamais tout. On a toujours à apprendre. C'est pour ça qu'il y a des formations qui sont créées, que les employeurs envoient leurs élèves, leurs employés en formation. Il y a toujours à faire. Pour la formation, Alex, Clément, vous êtes pour la formation? C'est indispensable. C'est indispensable. C'est ce que vous motivez votre personnel pour ça, pour qu'ils continuent un max? Nous, ils commencent pas à toucher des clients tant qu'on les a pas formés. Donc, Ah d'accord. Ah, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez vous, il ne touche pas le client tant que vous ne l'avez pas formé. Comment ça se passe la formation chez vous? Ça dépend du profil, ça peut mettre une demi-journée s'il est excellent, comme ça peut mettre 15 jours s'il est bidon. Mais, bidon, c'est un peu péjoratif s'il est moins bon. Voilà. Mais déjà, rien que pour un essai, il y a des salons qui prennent un gars qui le laisse l'après-midi dans le salon. Chez nous, c'est hors de question, il doit venir avec un modèle. Donc déjà, c'est une preuve de motivation, puisque le gars qui postule, il doit trouver un modèle, venir au salon avec son modèle, on va le regarder travailler. Avant même de lui avoir dit combien il allait gagner. Hein. Donc vraiment, il faut que le gars soit motivé. Et une fois qu'il y a ça, donc nous, on lui dit, écoute, voilà, on t'a vu travailler, on pense que tu as besoin de 3-4 jours de formation, donc ça va être à tel endroit, tel site, tel ça. Et on fait toute la formation, et une fois qu'il a fait sa formation, on l'intègre en salon. C'est un peu hard, ça, non? Oui et non, parce que du coup, ils gagnent du savoir-faire, déjà, premièrement, puisqu'ils apprennent des choses qu'ils ne savaient pas faire. Et puis, on a des méthodes de formation qui permettent aussi d'aller très vite. On est sur que de l'homme, donc on a 3 prestations à maîtriser. La coupe-homme, la taille de barbe et le rasage. Hein, donc, on ne fait pas de technique. Donc, à partir de là, on arrive vraiment à concentrer nos efforts sur l'essentiel. Et on arrive vraiment à leur donner beaucoup d'éléments pour qu'ils apprennent vite. Audrey, vous avez eu déjà des personnes qui poussent la porte de votre salon et qui vous posent la question que j'ai entendue pendant des années, combien je gagne? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand une future employée qui doit venir chez vous, combien je vais gagner? Bah déjà, ça montre pas sa motivation, ça. Ça montre sa motivation à travailler et à gagner de l'argent, certes. Après, il faut quand même qu'elle me montre qu'elle sait travailler, qu'elle a envie de travailler. Après, on verra. Oui, et vous la laissez d'abord aller derrière le fauteuil, n'est-ce pas? Et puis, c'est quoi votre résultat final après? Quelle est votre impression une fois que vous l'avez vue travailler? Vous dites quoi? Elle est faite pour mon salon, ou il est fait pour mon salon, attention. Oui, c'est au feeling aussi, parce que selon le type de personne, ça collera pas. D'accord. Je sais pas, en fonction de la clientèle qu'on a, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, puis déjà, quelqu'un qui rentre dans votre salon et qui vous dit combien je vais gagner, déjà, c'est compliqué. Oui. En fait, vous vous basez sur quoi exactement? À la fin de l'essai de votre futur employé, quelle est votre façon de penser de cet employé qui est venu chez vous? Vous l'avez vu une fois que vous l'avez vu coiffer, vous en retirez quoi? Vous vous basez sur quoi exactement? C'est bien parce que de temps en temps, avant de répondre, vous vous regardez tous les deux. C'est une grande histoire entre vous deux, non?
J'ai pas dit une histoire d'amour, j'ai dit... Non, c'est bien parce qu'il y a des regards incroyables. Les mots, c'est bien, mais des fois, ça, pas besoin d'en dire. Un regard suffit. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, pour en revenir à la question, en réalité, chaque personne étant différente, ce qui importe, on va dire, il y a deux critères. Ça va être déjà le niveau que la personne va avoir. Et le deuxième critère, ça va être, on va dire, sa façon de penser. Comment il va être? Est-ce que ça va être quelqu'un qui va avoir un bon esprit d'équipe, qui va avoir un bon état d'esprit, ou à l'inverse, quelqu'un qui va être plutôt négatif? Nous, on va avoir tendance plutôt à préférer quelqu'un qui va être moins doué, mais qui par contre, à l'inverse, va avoir un bon état d'esprit, parce que la formation, on peut l'apporter, alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui va être, on va dire, très doué, mais avec un mauvais état d'esprit, ça, c'est difficile à changer. C'est un petit peu sur ça qu'on va se baser avant de continuer avec potentiellement un nouveau collaborateur. Et à la fin de la journée... Même pas forcément une journée. Nous, la personne, il suffit de l'avoir juste sur une prestation et on sait le niveau que la personne a, tout simplement. Et ça, bien entendu, surtout pas sur les clients. Jamais. Uniquement sur modèle, pas sur les clients. C'est-à-dire que la personne vient avec un modèle... Vous avez des fois des personnes qui prétendent, alors sans prétention évidemment je dis ça, mais qui prétendent savoir coiffer ou savoir faire un certain travail, et dans le fait accompli, en réalité, ils sont loin de faire ce qu'ils prétendent ou des images qu'ils ont trouvées d'autres personnes et qu'ils fournissent, et le fait de le voir sur modèle, on sait réellement ce qu'ils font. Quand c'est sur un client, le problème c'est que le client n'a pas à en pâtir justement du mensonge ou du manque d'expérience de la personne, malgré ce qu'elle prétend, et le client qui vient, il n'a pas à savoir quel est le niveau de la personne. Moi je viens, je suis un client, je veux être bien accueilli, qu'on s'occupe bien de moi, une prestation correcte. J'ai un tarif qui est annoncé, donc je veux que la prestation soit à la hauteur du tarif qui est annoncé, ni plus ni moins, juste ce que je demandais, tout simplement. On a recruté, il connaissait personne, il n'avait pas de modèle, il allait dans la rue, il allait voir des gens, il a dit viens, je te coupe les cheveux. C'est une preuve de motivation. Hein. Ouais. Le gars avait envie de bosser chez nous, donc il s'est débrouillé, il est venu 1 heure avant l'entretien, il allait chercher un modèle, et après il nous a dit c'est bon, j'ai mon modèle. Vous voulez dire que le gars, il est allé se balader sur le Vieux-Port? C'était sur la zone des Milles en plus, c'est une zone compliquée pour La zone des accoler. Milles, oui, il n'y a pas grand monde. Mais il a trouvé. Et il a pris quelqu'un, et il est venu dans votre salon avec la personne, et il a fait son essai. Il était motivé. Pour montrer ses Rien à compétences. dire. C'est extraordinaire, ça. C'est incroyable. De pouvoir arriver. Nous, tous ceux qui bossent chez nous sont venus un jour avec un modèle, montrer ce qu'ils savaient faire en toute chose. Et c'est comme ça que vous avez pu voir un peu tout ça. Audrey, j'ai vu que vous avez une clientèle quand même qui a, allez, je ne sais pas si on peut le dire, un âge avancé quelque part. Pour vous, c'est quoi? C'est plus facile de travailler avec des jeunes que des moins jeunes? Tout est bien. On a des clients qui sont absolument géniaux. Donc, qu'ils soient jeunes, on a des bébés, j'ai les copains de mes enfants, les mamans et les grands-mères. Mais c'est terrible. Et dans cette alchimie, tout le monde s'entend bien. Les grands-mères qui amènent leurs petits-enfants, c'est génial. C'est familial. Est-ce que vous croyez, ça c'est un truc que j'ai déjà posé comme question, mais j'adore l'entendre, est-ce que vous pensez que les coiffeurs devraient changer leur méthode de travail? Ça dépend pourquoi et pour qui. Les changer, oui et non. Alors, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut rester en perpétuelle évolution. Mais les changer, ok, je ne serais pas contre, mais pourquoi? Quel serait le but attendu? C'est ça. C'est une éthique avant d'apporter la solution. Oui, évidemment. C'est ça. Certains, oui, d'autres, pas forcément. Et toi, Eddy, comment tu te comportes avec tes élèves en tant que formateur? Tu as un secret pour nous, pour qu'on puisse savoir quand on envoie des élèves vers toi. Est-ce que tu as un secret? Pas sur l'Olympique de Marseille, sur la coiffure. Non, j'ai pas de secret. Moi, j'ai juste un référentiel à respecter. Comment ça marche? J'ai des élèves qui commencent en CAP, après ils passent un BP, après ils passent un BM. Et voilà. Et après, moi, je respecte le référentiel qu'on me donne à faire. C'est-à-dire que tu as un planning complet. C'est ça. J'ai des progressions qu'on appelle. Je respecte mes progressions. Et puis après, comme disait Clément, on voit vite si l'élève il est fait pour ou non. On voit vite. Tu le vois, quoi. Oui. Bon, la motivation. Déjà, la motivation, l'envie, la façon de faire, de se présenter, de parler. La façon de parler, c'est très important. D'accord. Un bonjour quand on arrive, un au revoir, voilà, rien que là, on a compris, quoi. C'est quand même pas C'est important, ça, non, Audrey? facile. Vous êtes debout toute la journée, vous parlez toute la journée. Vous essayez de comprendre la personne en face de vous
qui cherche à vous expliquer ce qu'elle veut. C'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui ne seront jamais faits pour ça. Vous attachez énormément d'importance à l'accueil du client? Très important, c'est primordial. L'accueil est très important. C'est la politesse, c'est juste savoir dire, ne serait-ce que dire bonjour comme on l'a cité, au revoir, merci, c'est de l'éducation. Est-ce que ça fait partie de la formation, l'accueil du client? Les profils qu'on retient naturellement, ils ont déjà ça en eux, la plupart. Donc on les sensibilise effectivement à... En fait, le truc sur quoi on doit les sensibiliser, c'est plutôt arriver à s'extraire un peu de la relation qu'ils ont avec leurs clients pour arriver à voir qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le salon. Parce que vous voyez, quand ils s'occupent de leurs clients, ils sont à fond dedans, ils sont focus sur leur travail, ils ont une discussion intéressante avec. Des fois, on ne fait pas attention qu'il y a quelqu'un qui rentre ou qui sort. Et c'est là, on leur dit, attention, sois attentif, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, et il faut penser à leur dire bonjour, au revoir. C'est très important. Vous avez souvent des gens de... Ah, on a justement la présence exceptionnelle de notre Didier Castagnier, directeur général du CFA Roger Para. Et justement, ça tombe bien, Didier, que tu es là, parce que moi, j'aimerais avoir ton avis un petit peu sur l'accueil que peut avoir un apprenti ou un employé dans un salon de coiffure. Déjà, je vais saluer mes amis. Mais bien sûr. Audrey, bonjour et enchanté, puisqu'on ne se connaît pas. On se connaît que par Olivier, par tout ce que j'entends sur vous et sur votre beau salon et votre réussite. Donc, bravo pour tout ça et merci d'être là. Et puis, mes vieux élèves qui sont devenus maintenant des gros entrepreneurs, on va dire ça comme ça. Hein. Ils ont dit du bien de toi quand tu n'étais pas là. Ah, c'est bien ça. Mais moi, tu vois, j'ai une petite anecdote à raconter à leur sujet. C'est pour ça que j'ai pris la place d'Eddie. Figure-toi qu'on a fait le mondial de la coiffure à Paris cette année. Oui. Et donc, on a monté le stand et tout. Puis, à un moment donné, envie d'aller aux toilettes comme tout le monde. Hein. D'accord. Vous savez ce que je vais dire, les gars, là, ça y est, vous avez compris. Ah bon, ils le savent, Didier, ils le savent. Et là, sur toutes les pissotières, on s'est dit comme ça à Marseille, hein. Ah bon, sur toutes les pissotières, il y avait un autocollant au barbeur. C'est pas vrai. Ah bah oui. Dans le... Ah oui, tu veux en faire ton métier, viens me voir, machin, là. C'est pas vrai. Marre de ta petite. En gros, comme ça, et en dessous, on avait marqué carrière. Rejoins-nous, emploi, coiffure, machin. Voilà, sur toutes les toilettes à Paris, c'est fort, hein. Ça, et pas que, hein, préservatifs. Ils ont tout fait au modèle au barbier. Mais ça, ils me l'ont pas dit, ça, à table. Et en plus, ils misent sur une équipe une équipe, on va dire faible, hein, à la base. Et je crois que c'est grâce à vous, hein. C'est le sang marseillais. Exactement. Ils finissent en Ligue des Champions. C'est pas beau, ça? Bravo, les gars. En tout cas, pour revenir un peu sur le métier, bravo pour votre fulgurance, j'ai envie de dire, et puis cette montée en flèche d'un coup, comme ça, là, en bientôt 10 ans. Ça fait 10 ans en 2025. Bravo pour tout ça, et je suis fier d'avoir été vos élèves, bravo, votre Plus tard, peut-être. Comment ils étaient en cours, tous les deux, là? Parce que ça, c'est important. Alors, déjà, ils étaient déjà comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait juste qu'ils se connaissent pour s'entendre, quoi. L'un était très mathématique, avec des cours précis, qui posait des questions. C'était génial, hein, de lui apprendre un métier puisqu'il était réceptif et tout. Et puis lui, il était technique, il repérait les gens, il voyait qui était bon, qui était pas bon. Voilà. Et je crois qu'il y avait, c'était une obligation qui se retrouve, quoi. Et donc voilà, après ils nous ont prouvé que l'amitié en plus là-dessus, c'est des papas heureux. J'en reviens parce que tout à l'heure tu as laissé prêter à la confusion. Non, ce sont des papas heureux. Non, mais... Pas des mêmes enfants. Et bravo pour tout ça. Audrey, je vous connais un peu moins, donc difficile de vous juger, mais j'ai un juge à vos performances et de ce qu'on m'a dit de vous. Bravo pour ce que vous faites dans votre salon. Merci. Et puis dans un quartier où on est tous nés, puisque c'est le quartier où Joël Richard était là, il y a quelques années, où on a démarré là-bas. La place de la coiffure, des barbes. Voilà. C'est vachement important ce que tu dis, parce qu'au moins on connaît un petit peu l'ascendant de ce que vous avez fait. Ouais, c'est une fulgurance, même, j'ai envie de dire, hein, parce que réellement, et en plus ils ont cette faculté par rapport à leurs équipes. Il n'y a pas de bruit dans leur salle. Les salariés, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mécontentement. Ah, ça, c'est ce que j'ai remarqué. Ils sont clairs dans ce qu'ils disent. Il n'y a pas d'embrouille, hein. On n'a pas de retour de jeunes qui vont vous dire chez Clément, chez Alex, ça se passe pas bien, etc. Non, on serait menteur de dire ça, tout va bien. Alors moi, il y a un truc qui m'a frappé, c'est la déco. Et j'ai trouvé votre déco d'une simplicité, mais efficace. Alors qu'il y a dans certains salons,
où on voit des salons vintage ou des trucs comme ça, où c'est un peu brouillon, à mes yeux, à moi. Et pour ça, bravo. Ça, c'est vraiment un truc... Ils sont restés pourquoi intemporels. Hein. pourquoi Ça cette se démodera simplicité pas. dans la déco? Tout ça, c'est que nous, on n'est pas au barbeur, on est au barbier. Et on est quelque chose, on va dire, d'assez simpliste. On est pour monsieur tout le monde. Donc, on n'est pas dans, comme le dit si bien Alexandre, on est aux antipodes, on va dire, de tout ce qui est hipster, de tout ce qui est barbeur, justement. On a une déco claire, épurée, masculine. Et justement, pour convenir à tous les hommes. On est le coiffeur de tous les hommes, justement. Le barbier, c'est une niche. Et dans la niche, ils ont créé une niche. C'est le hipster, le rétro, le vintage, les tatouages, les motos. C'est très bien, c'est très beau. Mais il y a plein d'hommes qui se sentent pas concernés par ça. Enfin, qui ont pas des barbes jusqu'à là, qui s'en moquent un peu de tout ça. Exactement. Et en fait, même si j'adore ça, c'est très bien, mais il faut être accessible à tout le monde. Et pour moi, c'est, je vais pas dire une hérésie, mais c'est pas compréhensible qu'un client aille payer le même prix, voire plus cher chez une grande enseigne nationale mixte, plutôt que venir chez un spécialiste qui va pas bâcler son travail, qui va le prendre en considération, qui va le respecter, qui va lui donner la prestation qu'il paye. Pour moi, c'est un non-sens qu'un client aille chez un mix avec le service qu'on propose à côté. Et quand je dis on, je dis pas juste notre marque, je dis les barbiers de manière générale. Avant de commencer, avant d'arriver plutôt, quand vous avez commencé l'émission, j'ai vu dans le salon d'Audrey, vous êtes pas mal à travailler là-dedans aussi. Hein. On est 5, on est 3. Ouais, voilà, parce que j'ai dit, est-ce que c'est les miroirs qui reflètent? Non, Non. j'avais l'impression qu'il y avait du monde Et sur mon mon petit téléphone, en fait. 5 coiffeurs, vous êtes quand même, c'est beau, hein. Ils sont 3 coiffeurs et Et 2 apprenants, oui. Virginie et moi. Dis-moi, ils m'ont donné leur avis, mais j'aimerais avoir ton avis aussi. Pourquoi il y a des salons où la coupe est beaucoup plus élevée que d'autres? Vous savez, moi je pense qu'on va en revenir sur les cours qu'on faisait à l'époque, peut-être tu vas t'en rappeler. On ne dit pas, tiens, je vais arriver, l'autre il est à 20 balles, alors moi je me mets à 19 € pour y faire un truc mélanique, hein, c'est pas ça le truc. Le truc c'est, on a des frais, on a des charges, on a un loyer, on a de l'électricité, on a des salaires, et c'est en rapport de ça que va découler un tarif, in fine. Si je mets 10 balles et qu'il me faut 20 balles parce que sinon je boucle pas la boucle, ça tient pas. Donc il faut déjà calculer, évidemment. Comment on calcule le prix de revient alors? Les charges. fixes. Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on rajoute? C'est un business plan. Hein. On va dire, j'ai tant de loyer, j'ai tant de salaire, j'ai tant d'électricité, j'ai tant de TVA, j'ai tant de produits. Et puis à partir de là, on se dit, on va décomposer tout ça. Moi, je veux gagner 10 000 balles par mois. Oui. Et après, le reste, c'est... Voilà, sinon, voilà. Donc c'est l'histoire du 1 € la minute. Pour moi, ça tient pas. 1 € la minute, c'est faux. Si tu es seul à travailler, même à 50 centimes la minute, tu vas manger. Non, c'est 1 € la minute. Si tu es 5, ça peut tenir la route. Si tu es 25, ça tient pas la route. Donc non, ça tient pas. Ça dépend de plein de facteurs. Donc ça, c'est l'argument bête et méchant des années 80 qui n'en s'en sort plus de ça. Hein. On n'arrive pas à sortir ce 1 € la minute. Non. Faites un calcul réel de vos frais, de vos charges, etc. Puis à la fin, vous aurez le seuil de rentabilité à 0, plus mon salaire, ça fait le tarif de la coupe. Hein. Non? Ah oui, tout à fait. Quel est votre regard sur ces salons de coiffure, 7 € la coupe? J'ai été dans une grande surface dont je tairai le nom. Vous venez vous faire couper les cheveux pour 10 €, pas de shampoing, pas de ceci, pas de cela. Quel est votre regard? Et au rayon fruits et légumes, en plus, tu as oublié de rajouter. Ouais, au milieu des fruits et légumes, oui, c'est vrai. Ça déprécie, c'est pas comme ça qu'on va chez le coiffeur. Quand on va chez le coiffeur, c'est un moment de détente, c'est un moment de plaisir. Entre le paquet de café et les sachets de pommes, ça va pas, je suis désolée. Donc, Ouais, puis un truc tout bête, on parle d'hygiène aujourd'hui, on parle de sécurité, couper des cheveux sales au rayon fruits et légumes, ça tient pas trop la route pour moi. Non. Après, c'est un concept, hein. Peut-être qu'il y en a que ça les amuse et ils y vont, mais bon, il n'y en a plus beaucoup de ces trucs-là. Ils n'ont pas été sensibilisés justement à la notion de plaisir, pour lequel le coiffeur, c'est juste un besoin. C'est simple et efficace. Efficace, je suis pas sûr. Ouais. Simple pour le coup, oui. Mais Pourquoi tu n'es pas sûr que ce soit efficace? en 10 minutes, c'est compliqué de faire quelque chose de bien, objectivement. Et sur cheveux sales, en plus. C'est sur cheveux sales, en plus. Moi, pour être honnête avec vous, je me suis caché derrière un rayon et j'ai observé la coiffeuse qui coupait les cheveux à 10 €. Il est évident que, sans shampoing, sans rien, hein. C'est-à-dire que la cliente, elle rentrait, elle s'asseyait, elle prenait sa tondeuse, elle coupait les cheveux. Enfin, j'ai l'impression, je me suis dit, pourquoi tu as mis tant d'années à apprendre ce métier si on en arrive là? C'est pour ça que je voulais avoir votre regard sur ça. Ah, mais
déjà, c'est pas tant démocratisé que ça. Et en plus, outre le fait que ce soit rapide, c'est quand même très sale. D'utiliser sur tout le monde ce qui a été utilisé sur cheveux sales, moi, j'irai pas. Moi, je crois surtout qu'il y a des inventeurs tous les jours. Il y a Voilà. quelqu'un qui invente un concept et on voit bien souvent que ce concept ne tient pas la route. Et puis après, ça change. Et puis on ne sait plus là. Tu parlais tout à l'heure des franchisés, des machins. Nous, on travaille avec eux aussi. Mais les franchisés d'aujourd'hui, c'est plus les mêmes franchisés que dans les années 80. Pourquoi, Didier? Pourquoi? Parce que quand il y avait Coiffeco qui était vraiment pas cher, comme tu le dis, et qu'aujourd'hui c'est Coiffenco et c'est déjà beaucoup plus cher, alors, ils ont compris aussi que, à un moment donné, quand tu travailles à 7 balles et que t'es pas très propre, ça marche pas. Mais non. Et la demande est différente, les gars. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui rentre dans vos salons, les mecs, il faut que ça soit taillé au laser, quoi. Avant, on s'en foutait, on coupait les cheveux. Donc c'est une clientèle spécifique. Ouais. Chez vous, je pense que c'est pareil. Une cliente qui vient, si c'est pour faire des mèches comme tout le monde et qu'il n'y a pas de résultat, elle vient pas chez vous. Non, elle viendra pas. Voilà, Non. hein, c'est. Au rayon fruits et légumes, dans un an, il va appeler Didier, il va dire Didier, je comprends pas, j'arrive pas à recruter. En même temps, qui c'est qui a envie de couper au rayon fruits et légumes? Enfin, j'exagère le truc, mais il faut. On fera un SAP primeur, on s'adaptera. C'est ça. Le salaire, c'est important pour recruter, mais le salon dans lequel tu travailles, il faut qu'il te ressemble, il faut qu'il te mette en avant, il te valorise et que tu sois content d'écrire sur ta ligne de CV, j'ai travaillé ici. Voilà. Il n'y a pas bien longtemps, on a eu les salons aux abonnements, là, comme les salles de sport. Mm. On a bien vu que ça marchait pas. Enfin, en tout cas, chez nous, ici, ça n'a pas marché. Ça tient pas la route, parce qu'il y a à Marseille, si tu viens autant de fois que tu veux, t'en as qui vont te venir 3 fois par jour. Hein. Donc voilà, il y a des choses qu'ils n'ont pas mesurées. Qui n'ont pas percé, qui ont été tentées. Oui, certes. voilà, Bon, tout le monde peut tenter. Après, déprécier à ce point, c'est pas engageant, quoi. Après, il y a aussi le black qui nous tue aussi, je trouve. Nous, on fait absolument pas un euro de black, on utilise des encaissettes automatiques, il y a tout qui est déclaré, et on arrive à avoir des business qui sont rentables avec ça, mais aujourd'hui, tu as de la concurrence déloyale avec des gens qui déclarent pas tout, et qui, du coup, évidemment, si tu te mets 20 € dans la poche, si tu mets 20 € dans ta caisse, ce qui te reste à la fin du mois, c'est pas pareil. Tu peux faire payer 7 € ta coupe, là. Ah oui. Oui, non, mais ça fait partie des aujourd'hui, critères. on a On des en charges. a. Ah bah oui, on l'a déjà évoqué sur un précédent plateau, Tout à fait. où on disait que même la coiffure à domicile, moi, elle me dérange pas la coiffure à domicile. Si c'est fait dans les clous, que c'est déclaré, que ça rend service à des gens qui peuvent pas se déplacer, handicapés ou des personnes en mobilité réduite, ça peut être très bien. Mais si c'est pas déclaré, ça peut être très mal. En tout cas, pour moi, je trouve ça. On va faire comme en Roumanie. En Roumanie, un jour, on est allé. Et en fait, là-bas, quand tu vas au restaurant, tu prends un taxi ou quoi, s'ils ne te donnent pas le ticket de caisse qui sort d'une caisse certifiée, tu as le droit de ne pas payer. C'est-à-dire qu'à la fin du repas, il va te voir et te dit comment tu veux payer, en carte, ok, il te sort ton ticket définitif, il te le donne, et à partir de là, tu dois payer. Tant que tu n'as pas le ticket, tu ne payes pas. C'est quelque chose qu'on doit faire ici en France. Ça existe un peu, hein. Il y a déjà des tickets provisoires, hein. Mais c'est pas une obligation, le client n'est pas légitime à partir sans payer s'il n'a pas son ticket. et moi, vous savez, nous, en plus, on représente l'UNEC, qui est le syndicat de la coiffure. On peut pas accepter du travail au noir. C'est pas possible, ça. Non. À un moment donné, on n'arrête pas de le dire, de le répéter. Vous pouvez témoigner, vous m'avez eu comme prof. Le travail au noir, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Oui, mais Parce que qu'est-ce bien qu'on souvent, fait pour empêcher ça, Didier? moi, j'ai connu des vieux coiffeurs qui me disent, tu te rends compte, je travaille toute ma vie et je gagne j'arrive 800 pas à € à la retraite. Oui. Eh oui, mais d'accord, Oui. mais. Quand il fallait justifier de ce qu'on payait avant des charges. Parce que là, pendant le Covid, Tu j'étais déclares- pas indemnisé. Tu déclares pas de chiffre d'affaires, tu n'avais pas d'aide pendant le Covid. C'est comme un salarié qui dit, je gagne que 1700 balles, mais son brut, il est à 2005. C'est Donc, ça. à un moment donné, oui, mais ces 2005, tu les retrouveras un jour. Et voilà, donc, je veux dire, à un moment donné, le black, ça sert à quoi? C'est de la concurrence déloyale pour ceux qui font du travail correct, et en même temps, ça nivelle par le bas, quoi. Ils se pénalisent eux-mêmes en réalité en faisant ça. Le jour où ils sont malades, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de couverture. Le jour où ils sont à la retraite, pareil. Donc ils se pénalisent eux-mêmes. C'est dommage. Est-ce que le... Enfin, moi, je pense que les syndicats, aujourd'hui, je lance un appel, mais je suis sur le feu toute l'année et depuis que je suis dans la coiffure. Arrêtez ça, quoi. Faut arrêter ce travail au noir, là. C'est insupportable. C'est encouragé par le chômage, encore, ils sont en train de faire des réformes, je trouve. Mais aujourd'hui, on a des gens qui venaient travailler pendant 1 an ou 2 et qui après profitaient de 2 ans de chômage en allant couper les copains à la maison. Et ils sortent avec 2005, 3000 € net par mois entre les coupes et le chômage. Et ils ont Quand c'est travaillé les en copains, c'est en fait. Mais quand c'est ta clientèle qui est enlevée, quand tu la détournes et on te la fait entre 2 murs, c'est encore pire, ça. Ah, ça, c'est- Le copain, à la limite, on va dire, bon, c'est son pote, il viendra jamais chez moi. Mais la nana qui est venue chercher chez toi, le salarié qui coiffe à la maison, il y en a comme ça, hein. Autant il y a des métiers qui sont difficiles pour recruter, mais la coiffure, pour moi, le chômage ne devrait même pas exister. Ou peut-être pendant 3 mois, le temps de trouver un autre salon. Mais quelqu'un qui veut travailler en coiffure, aujourd'hui, arrive à travailler. Donc il faut plus de contrôle, peut-être Pour moi, il faut plus valoriser le travail que... valoriser Ah, le oui, travail. c'est ça. Oui.
Il n'y a pas assez d'écart entre je travaille pas et je travaille. Je travaille pas, je suis au chômage, je gagne 1 200 €. Je travaille, je vais gagner en moyenne, je sais pas ce qu'est la rémunération moyenne de la coiffure, mais elle doit être à peine au-dessus. Donc il n'y a pas assez d'écart entre ce que je fais quand je Et travaille. puis, sans faire de politique, hein, la semaine de 35 heures. Avant, on en faisait 45, 50. La semaine à 35 heures, ça te laisse 15 à 20 heures pour aller faire du black. Hein. Ah bah oui, hein. Commençons par là. Alors que tu vois qu'il y a des... Moi, je vois dans la formation, chez nous, hein, au CFA, il y a beaucoup de formateurs qui te disent, ben, moi, je viens travailler le samedi sur un truc, ils sont payés en heures sup, et ça leur fait rien de bosser. Au contraire, ils gagnent plus, mais ils travaillent. Donc, on leur dégonne un peu plus et on les fait travailler un peu plus aussi. Peut-être qu'on va essayer de régler le problème du travail noir, quoi. Tout bêtement. Il faut valoriser le travail, simplement. Mais évidemment, Mais qu'est-ce qu'on peut leur faire à ces gens qui travaillent au noir? C'est ça que je comprends pas. Alors, on ne couper peut les pas mains. les taper dans la porte des gens et regarder ce qu'ils font, quoi. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Mais moi, j'avais coiffé un policier, justement, dont le travail était de faire ça et d'aller contrôler que les diplômes étaient bien acquis pour avoir le droit d'exercer la coiffure. Mais il y avait un mec qui s'occupait de toutes les Bouches-du-Rhône, quoi. Ah oui. Donc concrètement, c'est Ouais, mais contrôleur, mais non, mais après, sans faire des milices, et on pourrait, nous, la corpo, dire, bah tiens, on embauche des gens qui vont aller voir un peu ce qui se passe. Et quelqu'un qui arrive et qui sort d'un immeuble avec un bac, ça se voit, quoi. Et on peut dire, bah tiens, vous êtes dans les clous. C'est comme quand tu prends la volant et que tu as bu. Si on t'arrête, tu es dans les clous ou pas? Tu es dans les clous, bah bravo, continue. Tu ne l'es pas, bah c'est autre chose. Mais bon, c'est une révolution, là, qu'il faut faire. C'est plus. c'est pas la même histoire. Je pense Et surtout qu'ils ne durent pas en plus. Moi, c'est ça qui m'ennuie. Non. Ces gens-là, au bout d'un moment, ils t'ont tué pendant 4-5 ans, ils t'ont pris de la clientèle, mais à la fin, ils arrêtent parce que c'est trop astreignant, parce que tu as une cliente au Redon, une cliente à Montolivet, il faut y aller, quoi. Vous savez qu'on aimerait rester pendant des heures à parler. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir fou à vous écouter parler. Audrey, le mot de la fin, pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que la coiffure dure encore longtemps et qu'elle soit aussi belle et passionnée pour certaines personnes. Merci. J'ai entendu quand j'étais dans la voiture que vous avez soulevé quelque chose de très bien. On ne sera jamais remplacé par Internet. Hein. Exactement. Il faudra toujours quand même nos mains pour pouvoir finaliser notre savoir, et tant mieux. Ah, ça c'est... Comme quoi je vous ai écouté, hein, vous avez vu. Exactement. Alex, le mot de la fin. Ben, je sais pas que. Qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter? Qu'est-ce que c'est qui serait bien pour toi? Qu'on continue comme on a commencé. On nous a fait beaucoup d'éloges sur ce qu'on a fait, mais nous, on a l'impression d'avoir fait un échelon sur les 100 qui nous restent derrière. Donc voilà, juste de... Où est-ce que tu vas aller chercher encore plus loin, encore par rapport à ce que vous êtes tous les deux? Vous voulez aller chercher plus loin encore? Oui, bien sûr, on a 10 salons, c'est bien, mais Combien? On en a 10 aujourd'hui, c'est bien, 10. mais on peut faire mieux encore. On n'a pas évoqué leur règle d'or. Ils m'ont dit l'autre jour, quand on a déjeuné ensemble, ils m'ont dit s'il y en a un qui n'est pas d'accord, sur quoi que ce soit, un qui n'est pas d'accord, le projet s'arrête. C'est le nom qui importe. Toujours. Ça veut dire que si lui, il n'est pas d'accord d'aller s'installer à Nouméa ou ailleurs... Alors ça exclut pas la discussion, on est toujours ouvert à la discussion, mais si la finalité c'est un non, ça restera un non. C'est le nom qui l'emporte. C'est ça la réussite, hein, chez vous. C'est ce respect que vous avez entre vous et cet accord commun de faire ou pas, quoi. C'est la base de l'association. Hein. Quand on est un associé, c'est qu'on est capable de prendre les décisions à deux et pas que pour soi. Mais ça, c'est facile à dire, mais le réaliser au bout de 10 ans, c'est déjà beau, ça. Hein, parce que, nous, on n'a qu'un an et demi, donc... une seule fois, Vous n'êtes jamais crêpé le chignon? Non, jamais. Bon, bah, écoutez, c'est bien. Et alors, le mot de la fin pour toi? C'est un mot de la fin, à part te dire merci, qu'on a passé un super moment tous ensemble. Merci à toi surtout, parce que moi, ça a été un plaisir de vous avoir avec Audrey, parce qu'Audrey, je suis arrivé à l'attraper. Mais alors, vous deux, bonjour les dégâts. Hein. Audrey, ça a été plus facile pour moi. Mais vous deux, ça a été très dur. En tout cas, 1000 fois merci aujourd'hui d'être là avec nous. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Mais avant de finir cette émission, je voudrais saluer tous les formateurs et tous les maquilleurs, tous les coiffeurs de Roger Para pour notre préparation des 60 ans de Roger Para, mes amis. Ça va être une très très belle soirée. Vous serez conviés d'ailleurs, c'est le 11 juillet, donc pensez-y. Hein. Voilà, 11 juillet l'invitation au donc. Sofitel Vieux-Port, et vous serez conviés évidemment. Mais j'ai préféré que ce soit Didier qui le fasse. Voilà, mais c'est le 11 juillet au Sofitel Vieux-Port. Merci à Hugo, merci à Léo du travail qu'ils font sur cette émission. Je vous embrasse à tous et à très vite. Merci.